Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler de conciergerie, pour parler notamment d'un sujet qui fait mal, on va dire. On va parler de commission. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je reçois Quentin Bessières, le fondateur de PassePass.io, un outil dédié aux conciergeries pour gérer leur activité. Salut Quentin. Salut à tous, content de me retrouver encore une fois sur ce super podcast que vous plébiscitez et auquel j'entends de bons échos. Merci à toi Quentin de répondre à l'invitation au pied levé parce que pour rien vous cacher, c'est un épisode qu'on a un petit peu organisé très vite entre nous et je te remercie vraiment Quentin d'avoir répondu à l'appel pour nous proposer ta participation et puis pour parler de ce sujet qui intéresse aussi bien les conciergeries que les propriétaires, parce qu'on va parler du nerf de la guerre, on va parler de la commission, c'est-à-dire combien gagne une conciergerie et combien paye un propriétaire. L'idée, c'est de définir ensemble comment on définit le curseur, où on le met, qu'est-ce qui se cache derrière, bien comprendre tout l'intérêt en fait de cette commission et de bien prendre en considération tout ce que ça peut englober justement pour la réussite de la conciergerie et de ses clients, des propriétaires. On avait eu l'occasion de faire un épisode déjà ensemble, Quentin, il y a quelques semaines, où on parlait de l'importance de la relation entre le propriétaire et sa conciergerie, que ça devait être un véritable partenariat gagnant-gagnant. Et ce qui est au cœur de ce partenariat aussi, c'est un peu le modèle économique, donc qui repose essentiellement sur cet aspect de commission. Donc, je te propose qu'on en parle, qu'on fasse le tour autour de ce sujet. Juste avant, et comme on est en début d'épisode et que tout le monde est hyper intéressé par le sujet, je vous rappelle à ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, au podcast, de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast et les autres, de vous abonner, de nous laisser une évaluation 5 étoiles. C'est hyper important pour le référencement du podcast. Ça nous permet de gagner en visibilité, d'avoir toujours plus de personnes qui peuvent nous écouter. Et c'est comme ça aussi qu'on est en capacité d'aller voir des partenaires et leur dire, voilà, on a du monde qui nous écoute, ils sont en attente de votre expertise, venez la partager chez nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vous proposer des super épisodes. On a de belles surprises qui arrivent en 2025. Restez à l'écoute. Et puis, si vous ne voulez rien rater, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du Triplex. Vous allez sur notre site le-triplex.com, vous allez voir, il y a m'inscrire à la newsletter et tous les mardis, vous recevez un mail avec l'épisode du jour, le bon plan si on a réussi à vous en négocier un et vous pouvez retrouver toutes les infos concernant les services aussi qu'on peut vous proposer. Voilà, je ferme la parenthèse auto-promo du podcast pour en discuter avec toi, Quentin. Je te remercie à nouveau d'être ici. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, avant qu'on passe au sujet de la commission, tu peux rapidement te présenter pour nous expliquer pourquoi tu es invité pour parler de ce sujet? Yes, normal. Donc, je me représente, Quentin Bessières, 25 ans. Je suis fondateur de PassePass, un logiciel dédié aux conciergeries qui leur permettent de briser leur plafond de verre et justement de développer leur activité sereinement. Donc voilà, un écosystème de 4 applications pour les propriétaires, les aides ménagères, les voyageurs et du coup les conciergeries. Et nous, notre travail, c'est d'accompagner les conciergeries à avoir un business rentable. Et donc du coup, depuis le début de PassePass, on a dû accompagner plus de 400 conciergeries, forcément avec tout un modèle un peu différent, à la commission, à la carte, entre 10% de commission et jusque parfois 35%. Donc en fait, j'ai pas mal de retours à partager là-dessus. Puis là aussi, j'accompagne les entreprises que sont Locarent pour qui est la conciergerie numéro 1 en Champagne-Ardenne pour son développement national. Donc, ce sujet de la commission, ça a été un gros sujet justement pour qu'est-ce qu'on propose comme commission lorsqu'on se développe dans d'autres villes. Pour justement CozySmart, qui est une solution de gestion de chauffage connecté pour la location de courte durée. Puis pour Customer Chase, où là on forme aussi en présentiel des conciergeries
à créer leur activité. Voilà, donc je suis baigné dedans jour et nuit, tous les jours, et justement ça me permet d'avoir un recul un petit peu intéressant sur qu'est-ce qu'une bonne commission et qu'est-ce qui permet en fait de se développer correctement sans forcément impacter trop les revenus du propriétaire. Bah, parfait, bah, ça me permet d'enchaîner directement sur ma première question. Est-ce que tu peux nous donner la définition ou au moins nous expliquer ce que c'est le principe de la commission en conciergerie et peut-être si tu as la genèse de ce modèle économique, pourquoi les conciergeries ont adopté ce modèle économique plutôt qu'un autre pour la majorité? Ouais, en fait, au départ, les conciergeries ne géraient pas ne prenaient pas forcément de commission sur les prestations, tout simplement parce qu'en fait, elles ne s'occupaient pas de la vente des nuitées. Et en fait, le principe de prendre un pourcentage sur justement la gestion d'un bien, c'est un concept un peu d'agence immobilière où l'agence immobilière va s'occuper de promouvoir le bien à louer, s'occuper de toute la partie opérationnelle pour justement accueillir le voyageur, lui faire signer l'état des lieux, le locataire, lui faire signer l'état des lieux, etc., et justement entretenir la relation pour que le propriétaire n'ait quasiment rien à faire. En fait, la conciergerie à l'époque, c'est la conciergerie balnéaire où en fait on est payé à la remise de clés, au ménage qu'on a à faire, peut-être au linge que l'on fournit. Et en fait, ce n'était pas la conciergerie qui s'occupait de vendre les nuitées sur les différentes plateformes qui étaient Le Bon Coin, Gîtes de France, etc., etc. C'est venu un petit peu par la suite avec l'arrivée d'Airbnb et de Booking. Et donc, du coup, là, les conciergeries proposaient une sorte de gestion complète. Et forcément, quand on fait une gestion complète, on a un impact sur les finances du propriétaire. Et justement, on l'aide à mieux louer et surtout à louer, avec une meilleure fréquence. Et donc, du coup, de ce postulat-là, la meilleure rémunération, c'est une rémunération à la performance et donc avec un pourcentage. Voilà. Est-ce que j'ai bien introduit le sujet? Ouais, je trouve que c'est intéressant de remettre un peu aussi au cœur du concept cette notion de on partage les mêmes objectifs et donc du coup vous allez me rémunérer non pas sur une prestation, hormis le ménage qui est souvent dissocié, mais sur la performance et donc on va s'associer sur les résultats en prenant une part des résultats que vous allez réaliser. Et du coup, aujourd'hui, tu parlais de 10% jusqu'à 35%. Ouais. Bon, pour être totalement transparent, c'est l'idée de cet épisode, il m'est venu suite à un échange avec un de mes clients de l'agence Macom Imo, où il me demandait un petit benchmark des taux que j'avais pu constater auprès des clients qui nous commandent des sites. Est-ce que toi, ce benchmark, tu l'as? Est-ce que tu as une borne basse, une borne haute, et puis peut-être après une moyenne et des exceptions? Voilà, ça fait 3 questions en une, c'est pas mal. Non, ça devrait aller, je vais devoir m'en sortir. Globalement, la moyenne en France, c'est 20%. 20% TTC, donc les taxes comprises. Donc si vous êtes justement en société et que vous facturez 20% au départ en hors taxe et que vous ne changez pas vos contrats au moment où vous passez à la TVA, justement, vous allez perdre 20% de revenus. Donc, vous allez plus qu'être à 16% hors taxe. Donc, beaucoup de conciergeries font cette erreur-là quand elles débutent. C'est de dire, moi, je suis à 20%. Comme on dit hors taxe TTC, ils disent juste qu'ils sont à 20% parce qu'ils maîtrisent pas encore ce sujet-là. Et donc, du coup, dès qu'ils passent à la TVA, ils se retrouvent avec 20% de revenus de moins. Donc, 16% hors taxe. Et là, clairement, c'est très compliqué de s'en tirer de bons revenus. Et donc, du coup, la moyenne, c'est 20% en France. Et après, il va y avoir des exceptions. Donc, il y a des conciergeries en ligne qui vont s'occuper que de la partie justement vente des nuitées et une organisation très minime de toute la partie ménage, réparation, entretien du logement et le fait qu'il perdure dans le temps. Il y a des conciergeries qui vont être beaucoup plus chères. On va parler de 30, 35, même parfois 40% dans les zones balnéaires ou de montagne. Au fait, là, le client type, c'est quelqu'un qui a sa maison secondaire à cet endroit, qui n'est pas si regardant que ça sur les revenus. Il veut que ça se loue pour pouvoir payer les charges, pour pouvoir payer potentiellement une partie du crédit. Mais globalement, ce ne sont pas des gens qui comptent sur la conciergerie pour leur permettre d'être vraiment très rentable au fait sur cette activité. Ils veulent juste qu'il y ait du monde qui passe, que le logement soit bien entretenu. Et donc du coup, en fait, sur ces endroits-là, on peut facturer assez cher en fait les frais de conciergerie. Et je discutais avec une conciergerie là quand je suis parti à la montagne, qui en fait était la moins chère de son marché alors qu'elle était à 25% de TTC.
D'accord. Oui, donc il y a quand même des spécificités locales. Et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais là par rapport aux 35-40%. Oui, mais c'est vrai. Moi, j'ai une personne qui m'avait contacté en me disant, mais est-ce qu'un modèle économique, moi, je j'ai pas besoin de louer ma maison 100% du temps de l'année. En fait, je veux juste payer mes charges parce que cette maison, c'est une maison secondaire. J'ai envie d'y aller quand je veux. Je veux pas d'avoir de voyageurs. Par contre, j'aimerais bien trouver un modèle pour la louer au pic de saison, donc au plus cher. Mais moi, je serais capable moi, j'ai besoin de 4 000 euros sur l'année pour payer la taxe Ouais, foncière, les petites réparations par-ci par-là. Et en gros, bah, je profite de ma maison vu qu'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus rien. Et je suis prêt à reverser. Bah, si j'ai une conciergerie qui est capable de me dire, bah, sur 3 semaines, je fais 8 000 euros, bah, moi, j'ai besoin que de 4 000. Je suis capable de lui refiler 50% en commission. Donc là, c'est un modèle économique qui est un petit peu spécial puisque il n'y a pas de positionnement de long terme. Donc c'est assez spécifique et c'est surtout, comme tu dis, dans les zones à forte saisonnalité. J'imagine que ça se développe plus particulièrement. C'est clair. Et, euh, et en fait, justement, sur cette question de la commission, si tu veux, je peux te partager l'expérience qu'on a avec Locarent. Nous, ce qu'on a choisi de faire pour Locarent, pour le développement national et pourquoi on l'a fait. En fait, aujourd'hui, chez Locarent, il y a 3 offres. Il y a Lockaway, Locarent et justement Localux. Donc Lockaway, c'est un service qu'on va lancer là justement pour faire de la gestion de logements à distance. Où en fait, l'idée c'est d'apporter le standard de qualité, la mise en service, justement tous les outils et le suivi au fait des voyageurs, des prix, l'optimisation de la rentabilité pour justement un pourcentage qui est moins important. De gestion. Ça va être décidé justement pour les personnes qui gèrent des gîtes. Donc ça va être les gîtes, ça va être les gens qui sont à proximité de leurs biens, qui veulent faire le ménage ou eux-mêmes recruter l'aide ménagère qui passera, faire passer leur plombier ou même faire eux-mêmes les petites réparations. Donc ça, ce sont des gens qui au fait veulent profiter de l'expertise de gestion de revenus, donc le revenu management, le yield management pour ces logements. Mais par contre, qui veulent gérer la partie opérationnelle, qui est une grosse partie, et du coup pas avoir à payer ce prix de ménage, de linge, etc., qui représente une grosse partie de la rentabilité d'un bien en location courte durée. Et du coup, il y a une deuxième offre qui est l'offre, qui est sur la majorité, très grande majorité des biens, qui est à 25% TTC. Pourquoi 25% TTC? Parce qu'en fait, c'est justement, le juste milieu pour que l'on ait et les moyens justement de gérer toute la partie réparation, donc d'avoir une équipe spécifique pour justement gérer les menus réparations, les interventions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la communication voyageur, payer les outils, que ce soit Passe-Passe pour la gestion opérationnelle des logements et du coup Beyond aujourd'hui pour la gestion des tarifs. Et du coup, en fait, le fait de faire cette gestion entre guillemets complète et d'avoir une personne à chaque étape pour justement s'assurer du niveau de qualité et cette disponibilité pour intervenir en cas de problème et donc s'assurer qu'une unité qui est louée et justement le revenu qui tombe est aussi une bonne note. En fait, ce projet-là ne peut pas se faire à moins de 25% TTC et que l'on est justement à la fin en ayant tout payé et justement qu'il nous reste encore un petit peu de bénéfices pour pouvoir financer le développement de l'activité. Parce que l'activité de location de courte durée comme la conciergerie en fait est sujette à un churn naturel parce que les propriétaires soit vendent leurs biens parce que ils ont fini de rembourser et du coup ils veulent pas forcément payer trop d'impôts. Ils sont pas assez rentables parce que du coup ils ont pas un logement vraiment adapté aux contraintes de la location de courte durée de ce qu'attendent les voyageurs. Donc du coup ils ont essayé mais finalement ne restent pas dans la conciergerie. Ou même il y a des gens qui pour X ou Y raison divorcent et ont besoin du logement, ont leurs enfants qui viennent dans la ville pour pouvoir justement faire leurs études, etc., etc. Et donc en fait, ce churn là qui est assez faible, chez Locarent, mais qui peut représenter une mais qui est tout à fait normal. C'est ce que j'explique à mes clients. C'est parce que j'en ai beaucoup qui me disent ouais, mais moi j'ai assez de clients, j'ai pas besoin de site internet. Je dis mais en fait tes clients naturellement il y a de l'attrition, ça s'en va. Pour toutes les raisons que tu as citées, c'est un phénomène naturel. Le panel de clients fond de manière naturelle sans j'allais dire défaut.
Parce que C'est si ça. en plus il peut y avoir aussi des contraintes opérationnelles qui font qu'on n'est pas toujours au niveau de qualité attendu, et là Oui. on accélère le processus. C'est ça. Nous, Donc c'est il faut arrivé que très 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 peu souvent que les gens partent pour une raison de qu'ils sont pas contents de la qualité. Peut-être une fois, comment dire, il y a eu justement une ménagère qu'on n'a pas suivi assez parce que c'était pendant un coup de bourre. Il y a le propriétaire qui passe euh, juste après le ménage. On n'a pas eu le temps de le vérifier faire vérifier par la gouvernante. Il est pas content parce qu'il y a X ou Y tâches ou autres qu'on n'aurait pas vues. Donc du coup, il retire le logement. Mais ça, c'est vraiment un épiphénomène sur les 360 ou 70 logements qui ont été ajoutés chez Locarent. Ça doit être même pas 5, tu vois. Mais Mais par c'est pour contre, ça que dans tes 25%, tu dis voilà, il y a X X proportion qui est nécessaire pour le développement commercial, pour aller pour l'acquisition client, donc ma pub, mon site, les salons, les déplacements pour aller rencontrer de nouveaux partenaires, le temps que tu vas allouer au closing, enfin tu vas aller rencontrer tes prospects, et ce temps tu ne passes pas à autre chose, donc il faut aussi que que tu aies déjà des rentrées d'argent dans ces 25%. ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je dis que une conciergerie qui a pas les moyens de mettre de l'argent dans la publicité, dans le fait d'être visible par d'autres personnes, d'aller chercher d'autres moyens d'acquisition que le programme co-hosting d'Airbnb ou justement le bouche-oreille, est une conciergerie qui à terme ne voudra plus rien, parce qu'au bout d'un moment, les gens partent et en fait, le bouche-oreille fonctionne, mais n'a pas un impact énormissime non plus. On va récupérer quelques logements de par-ci par-là, et si on va pas vraiment chercher les logements, la conciergerie se meurt, les revenus stagnent, et au fait, dès qu'il va y avoir une baisse d'activité, par exemple en ce moment c'est une baisse d'activité, en janvier, février, il y a quasiment pas de réservation dans la plupart des conciergeries de France, et ben en fait, ou beaucoup moins, ben en fait, le fait de ne pas être en croissance, le fait de se cantonner à notre niveau actuel, fait que votre équipe actuelle, elle mange bien lorsque justement c'est en haute saison, elle est tout juste lorsque c'est des mois normaux, et dès qu'au fait on va être en mois bas, en fait ils vont tout de suite réfléchir à partir parce que vous leur assurez plus ce qu'il leur faut pour vivre. Et donc le fait d'être toujours en croissance fait que même en période basse, en fait d'une année sur l'autre, en fait on perd pas de chiffre d'affaires, on est toujours en augmentation, et notre équipe de base, les A-players comme on les appelle, les super aides-ménagères ou aides-conciergeries qu'on a, en fait on les garde même en période basse, parce que du coup, on a toujours cette compensation avec la croissance qui est faite. Donc, ça me permet de faire un parallèle, tu vois, parce qu'on a, nous, on a constaté un truc, c'est que quand on a des conciergeries qui proposent des commissions très basses, et qui sont au-delà de enfin, c'est bas, mais c'est pas un service digital, tu vois, parce que tu peux avoir des services avec des commissions qui sont relativement basses, mais comme tu le disais, qui étaient sur une offre 100% digital, donc tu intègres pas les mêmes services. Bon, la problématique, c'est que pour assurer le train de vie, et là, il y a rien d'ostentatoire, il y a rien, on roule pas sur l'or, hein, c'est juste payer les charges de la conciergerie. La conciergerie est obligée de faire du volume. Et nous, on a constaté, justement, dans les périodes creuses, pour pouvoir fidéliser, conserver le personnel de ménage, parce que c'est le nerf de la guerre, elles sont obligées de rentrer un maximum de logements, parce qu'on est en période basse avec des taux de remplissage qui sont très bas. Et donc, pour avoir suffisamment de ménages à fournir, il faut avoir beaucoup de logements. Mais quand on repart en période haute, et que le taux de remplissage augmente, et sur les pics, les conciergeries ne sont pas en capacité de produire parce qu'elles ne sont pas assez staffées. Et en fait, ça c'est ma vision, et je serais ravi que tu me dises que je me trompe. C'est quand les commissions, le taux est assez bas. Alors c'est sûr, pour un propriétaire, on se dit c'est super, mais derrière, quand la période haute va être là, est-ce que la conciergerie va être en capacité logistique, industrielle de gérer? Et puis derrière, c'est quels services sont proposés, parce que moi demain, c'est bien d'avoir une commission qui est basse, mais si c'est juste la gestion vraiment opérationnelle minimale, et que derrière j'ai pas d'optimisation de mon taux de remplissage, d'optimisation de mes prix, en fait, est-ce que c'est vraiment important, tu vois? Ça, c'est ce qu'on constate. Et tu vois, j'avais préparé un exemple un petit peu concret, c'était de me dire, demain j'ai une conciergerie avec une commission à 20%.
si elle génère 2000 euros, j'ai pris des chiffres ronds exprès, de chiffre d'affaires, en gros, son montant de commission, il sera de 400 euros et le revenu en tant que propriétaire sera de 1600. Si j'ai le même cas, j'ai une conciergerie, cette fois-ci à 30%. Par contre, elle me génère 2285 euros. Elle va se rémunérer 685 euros et à la fin, moi, en tant que propriétaire, il me restera 1600 euros. Tu vois, il me reste la même somme, c'est pas les mêmes commissions. Est-ce qu'il y a un scénario qui est plus intéressant? Bon, pour la conciergerie, on sait très bien lequel va être le plus intéressant et encore que, ça dépend vraiment de l'organisation du modèle économique qui est mis en place, parce qu'on n'a pas forcément la même rentabilité. C'est pas parce qu'on fait plus de chiffre d'affaires qu'on a plus de rentabilité, attention. Par contre, pour le propriétaire, dans les deux scénarios, il touche la même chose à la fin. Toi, tu penses que c'est plus intéressant quel modèle pour lui? Celui à 20%, celui à 30%, sachant que psychologiquement, il va voir que le logement, il génère plus avec la conciergerie, B qui prend 30% de commission et qui du coup lui coûte plus cher. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et globalement, je vais pas te répondre laquelle est la mieux selon moi. Si tu veux, c'est plus par rapport à ce que je vois et le comportement des propriétaires. C'est qu'en fait, un propriétaire qui vient chercher le prix, c'est souvent quelqu'un qui va être tatillon, qui va toujours être à l'économie, qui va rechigner pour la moindre intervention, le moindre bricolage à faire, qui va justement quand il y a une fuite par exemple dans l'appartement te dire je vais m'en occuper au lieu de faire passer un plombier qui aurait permis de remettre le logement en gestion juste un jour après, alors que lui il va prendre 2 semaines à venir. Et en fait, c'est plein de gens qui vont vous prendre. Les gens qui vont venir pour des petites commissions sont des gens qui vont être extrêmement interventionnistes dans les dans leur logement. Et en plus, c'est normal parce que vu que vous n'avez pas les moyens de payer l'intervention de 23 heures parce que en fait vous n'avez pas assez de commission pour payer quelqu'un qui soit disponible à ce moment-là, vu que vous n'avez pas forcément les moyens de vous entourer des bons outils, etc. En fait, vous allez vous retrouver à faire au minimum, gagner assez peu, avoir des gens qui vont faire beaucoup de choses ou en tout cas avoir besoin de beaucoup les solliciter. Et donc du coup, en fait, la gestion globale sera ni agréable ni rentable, comme que ce soit surtout pour vous en tant que conciergerie. Et du coup, nous on a que de très mauvais retours sur des conciergeries qui vont facturer que 10, 15, 20% de 20% ça va. Mais 10, 15% de commission, c'est vraiment pas assez pour que le propriétaire soit vraiment satisfait, vous laisse tranquille et du coup que vous gagnez correctement votre vie et proposez un service de qualité, quoi. Donc du coup, ce mix-là, quand tu le factures pas assez cher, est pas forcément bon. Et à contrario, quand tu factures trop cher, en fait, quand ta facture, elle commence à représenter commission, ménage et linge, parce qu'en fait, ça vient en plus, plus intervention, ça représente plus de 50-60% de ce que la personne génère comme chiffre d'affaires. Là, en fait, la personne va commencer à se dire, mais en fait, c'est quand même sacrément cher. Une facture, tout ça. Est-ce que moi, je pourrais pas faire, certes moins bien, certes un peu moins de revenus, mais avoir 100% des revenus, quoi. Et en fait, c'est là où, ça va potentiellement un peu trop loin quand on est à 30-35% de commission, à moins que, on s'occupe de très très beaux biens et qu'on propose des services très, un peu exclusifs comme la remise des clés à la main, présentation du logement, une bouteille de champagne à l'arrivée, etc., etc. En fait, si on propose un service classique, mais 30 ou 35% TTC, dans les mois bas, en fait, les gens vont, devoir remettre de leur poche pour payer leur crédit. Et c'est là où, en fait, ils vont se rendre compte que, ah oui, c'est peut-être un peu cher, donc, du coup, je vais aller chercher une autre conciergerie ou je vais le faire moi-même. Après, je pense que quelqu'un qui propose une prestation à 30-35%, comme tu dis, l'objectif aussi, c'est dans sa promesse, c'est que le mois bas, il soit pas bas. Tu vois, il a peut-être aussi dans sa... Malheureusement, tu peux pas choisir. Ça se choisit pas, en fait. Et justement, tu vois, par exemple, je te donne un exemple très concret. Nous, du coup, la troisième offre chez Locarine, c'est Localux. Et Localux, c'est, la différence avec l'offre classique, c'est le fait qu'il y ait justement remise des clés à la main, état des lieux d'entrée et de sortie, gestion de caution, et du coup, une personne qui accueille les voyageurs et qui parle plusieurs langues. C'est ce côté luxe, c'est pour des belles villas,
des très beaux appartements de standing où les propriétaires y vivent une partie de l'année, etc., etc. Et donc en fait, ce service-là, il a 30% TTC, plus le prix de la remise des clés, plus le prix du ménage, plus le prix du linge. Et en fait, c'est pas pour autant qu'on arrive à faire en sorte qu'il soit pas vide pendant les périodes basses, parce qu'en fait, pendant les périodes basses, le propriétaire veut pas baisser outrageusement le prix de son appartement, parce qu'il veut pas que n'importe qui y aille. Donc en fait, on a un minima à respecter. Et en fait, s'il y a pas de marché, il y a pas de marché. Donc globalement, faut toujours prendre le calcul de frais de conciergerie et de rentabilité de la location courte durée sur une année. Et sur une année, je pense que peut-être que dans les meilleurs mois, quelqu'un qui va facturer plus cher pourra peut-être, et encore peut-être, générer plus de revenus, mais les mois bas, il pourra pas faire mieux que les autres. Donc en fait, souvent, la personne qui va prendre une conciergerie trop chère est perdante, à moins qu'il la prenne parce que en fait, il n'est pas à 5 euros près, il veut le plus grand soin pour son logement. Ouais, puis après, comme tu le disais, il y a aussi la question du positionnement du produit de base. C'est-à-dire qu'une conciergerie, si prendre une conciergerie premium, si on n'a pas un logement premium, c'est peut-être après surdimensionner le service auquel on accède. Et inversement, on a un logement premium et faire appel à une conciergerie qui va être habituée qu'aux studios, qu'aux petits appartements. Vaut mieux aussi avoir le bon partenaire pour être accompagné. Je pensais surtout à ça, tu vois, parce que j'essaye d'accompagner les conciergeries aussi dans le choix de leur positionnement, tu vois, et de se dire, mais si tu veux cibler des villas de luxe, ne commence pas à prendre des studios dans le centre-ville. Si les villas, par exemple, elles sont sur le front de mer, ne commence pas à aller te mettre dans les terres, à chercher des logements également dans les terres, sauf bien d'exception. Mais si tu commences à prendre pour faire du volume, en fait, tu vas avoir une dissonance entre les typologies de logements. Ton personnel, il va pas être formé de la même manière. Et puis après, il va y avoir aussi tout ce qui est une question logistique. Donc c'est assez important. Et donc du coup, il faut avoir le bon partenaire pour le bon produit. On va pas, ce serait pas performant. C'est clair pour corroborer ce que tu dis, c'est que lorsque nous on a commencé, on avait une offre. Il n'y a pas 36 offres, il n'y a pas à la carte, à la gestion, à 35%, à 20, à 15. Non, ça vient justement après quand ton offre de base te permet de vivre et te développer. Là, tu te demandes quel autre marché je peux aller chatouiller. Et donc du coup, là forcément vient le côté luxe où forcément en Champagne-Ardenne, il y a beaucoup de maisons de champagne avec de très belles demeures. Et donc du coup, ça avait du sens dans ce territoire-là. Et justement, après, là, le conciergerie en ligne, c'est le constat que il y a de nombreuses personnes qui veulent gérer la partie opérationnelle. Allez savoir pourquoi. Et du coup, qui veulent déléguer cette partie vente, peut-être parce qu'ils savent qu'ils ne maîtrisent pas aussi bien les outils que les professionnels. Et donc du coup, ce partenariat permet en fait nous de compenser, de payer les coûts fixes. Tu vois, ça va permettre de payer les coûts fixes et d'aller chercher un peu plus de marge, rentabiliser un peu plus les gens qui travaillent et du coup de rendre service à des propriétaires qui de toute façon seront toujours là s'il y a un problème. Ouais, c'est hyper intéressant. Et tu vois, au sujet des commissions, moi je me suis toujours posé la question pourquoi. Donc on a fait la genèse de ce fonctionnement pour dire je vais être, j'ai le mot en anglais, incentivé, je vais être intéressé au résultat. Pourquoi il n'y a jamais eu de modèle hybride finalement avec un forfait de base que peu importe, parce que finalement une conciergerie, quand elle accompagne un propriétaire, elle a son matériel, elle a ses logiciels. Pourquoi il n'y a pas un forfait de base pour, on va dire, prendre une part des charges fixes et puis de se dire il y a une partie variable, ça c'est pour ma performance par rapport aux locations. Mais par contre, si vous faites appel à moi, peu importe que ce soit loué ou non, en fait, je vous mets à disposition quand même un certain nombre d'outils. Et ceux-là, en fait, que ce soit loué ou pas loué, moi de mon côté, je dois les payer. Donc moi, c'est avec un point de vue purement extérieur à la location courte durée, je me dis, tiens, le modèle des conciergeries, il me semblait bancal là-dessus. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont obligés d'aller sur un modèle uniquement à la commission
parce que les propriétaires, ça a dû être une demande des propriétaires de se dire, mais si je loue pas, j'ai pas envie de payer. J'ai déjà mon crédit qui va bouger, j'ai déjà mes abonnements, j'ai pas envie de me rajouter une charge fixe aussi. Et je me suis dit, voilà, c'était peut-être parce que le marché était comme ça. Sauf que moi, je trouve qu'en termes de pertinence, si tu avais un forfait fixe, la commission, elle serait peut-être pas à 20, 25, 30%, elle serait peut-être beaucoup moins élevée. Ça serait toujours incitatif. Peut-être beaucoup plus élevé. Tu vois, par exemple, si je te dis le forfait de base c'est 200 € hors taxe, et que ce mois-ci, parce qu'il y a personne, c'est 400 €, ça veut dire que j'ai pris 50% de tes revenus, alors que t'as pas performé. Tu vois. Et en fait, je pense que oui, parce que quand tu fais le ratio in fine, quand tu fais en te disant le forfait plus une commission, admettons, qui serait plus que de 10%, comme t'as pas fait grand chose, si t'as fait 500 €, je t'ai pris 10%, je t'ai pris 50, plus les 200 balles, je t'ai pris 250, je t'ai pris 50% de commission. En fait, faut nous voir comme des traders de logement. En fait, on essaye de faire en sorte de vendre les nuitées au mieux possible pour que le propriétaire il gagne plus possible. Et en fait, nous, on a un intérêt à le faire. Parce que regarde, si on faisait les choses au forfait, qui se loue pas, on s'en fout, mais la même chose. C'est pour ça qu'il faut mêler les deux. Donc le forfait plus une commission. Pourquoi pas Après, pourquoi ça ne s'est pas fait? Je pense qu'il y a bien une conciergerie qui a dû faire ça, qui a dû proposer ce mix-là. Je sais pas. Tu sais, je pense que les meilleures offres, ce sont les offres simples qu'on comprend facilement. Tu vois, c'est je paye 15 € par mois pour mon logiciel, je paye 25% pour justement les frais de conciergerie. Et en fait, plus tu ajoutes de lignes sur une facture, et plus tu as l'impression, t'as ce sentiment-là que ils vont aller chercher quelque chose, tu vois. Et en fait, nous, tu soulèves un point parce que on le sait pertinemment, et toi, c'est d'autant plus vrai parce que tu t'essayes de traiter cette douleur. Si j'ai bien compris, avec ton logiciel, avec PassePass, c'est quand un propriétaire reçoit une facture, il faut ok, il y a tant de commissions, mais après il y a les ménages, comme tu dis, s'il y a une remise de clé, s'il y a une intervention, et il y a des lignes. Pourquoi il a pris la commission sur X prix? Est-ce qu'il y avait la commission Airbnb dedans? Est-ce qu'il y a la commission Booking? Est-ce qu'il y a oui ou non? En fait, c'est tellement nébuleux la facturation de conciergerie, comme tu dis. La commission, quand tu factures un pourcentage d'un revenu, c'est forcément nébuleux. Alors que si tu dis moi je te prends 300 € ce mois-ci, peu importe ce que tu as fait, et après je te prends une commission, mais en fait c'est le calcul, c'est sur quelle base tu calcules la commission. Et le propriétaire, s'il est un peu suspicieux, va se dire mais attends, c'est lui qui définit la base sur laquelle il va me facturer ma commission, donc forcément celui qui est de nature, tu parlais de celui qui était pointilleux sur les détails, qui a pas trop envie de payer. J'imagine que celui-là, il est en capacité de prendre une facture entière et de stabiloter toutes les lignes pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Bien sûr. Nous, tu vois, on s'est dit, en fait, plus on va demander, imaginons, partons du principe que on remette les commissions à 20%. En fait, à 20%, on n'a pas les moyens de payer toutes les prestations, toutes les interventions qu'on fait, toute la vaisselle qu'on réassort gratuitement. En fait, il y a plein de choses qu'on paye parce que du coup, en fait, on a la marge pour le faire. Et donc, du coup, on se dit, en fait, c'est des lignes en moins sur une facture. Et donc, du coup, c'est des questions en moins, c'est des discussions en moins à la fin avec le propriétaire. Et du coup, nous, ce qu'on fait, par contre, c'est qu'en fait, on va les ajouter, ces lignes. Sur PassePass, en gros, dès que tu vas faire une mission reliée à un logement, ces missions-là, sur le mois, elles vont être affichées à la fin de la facture. Et donc, du coup, en fait, automatiquement, c'est marqué. Et donc, soit elles sont payantes, ces missions, soit elles peuvent être marquées à 0, soit tu peux les supprimer. Et en fait, si tu les marques à 0, c'est écrit offert. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fera en 25%. Et en fait, on leur explique tout ce qu'on a fait dans le logement où ils auraient dû payer dans une autre conciergerie. Déplacement à 23 heures pour la box Wi-Fi. Normalement, ça aurait dû coûter bonbon si tu prends les conciergeries qui facturent à chaque intervention. Nous, c'était 0, etc. Et en fait, quand tu fais un point sur l'année, peut-être qu'on n'a pas plus gagné qu'une conciergerie qui est à 20% et qui facture tous les à côté à part. Mais on s'est acheté la tranquillité, la confiance des propriétaires et justement leur engagement parce qu'ils voient qu'on se donne et qu'on les facture pas plus cher pour plein de sujets qui auraient été facturés autre part. Voilà.
Ouais. Je vois deux choses à ce que tu dis. C'est un dicton qui dit il y a le savoir-faire et le faire savoir. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours le valoriser quelque part. Ça, c'est extrêmement important et je trouve que c'est très malin d'avoir ajouté ces lignes-là et les conciergeries qui auraient, qui feraient, voilà, qui rendraient service. Rendre service, ça veut pas dire ne pas valoriser le service qu'on a rendu, même s'il est offert, même s'il est gratuit. Donc vraiment, faites-le savoir à vos propriétaires et les propriétaires qui nous écoutent et qui auraient une conciergerie qui leur rend service, vraiment valorisez-le aussi parce que ça permet d'entretenir une relation, comment dire, vertueuse. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est très malin ce que tu fais, mais est-ce que en termes d'affichage, quand tu es justement dans cette phase de prospection et que tu as un propriétaire qui va comparer forcément les offres qu'il a sur le marché et qu'il a une offre facialement affichée à 20% et une autre à 25%, est-ce que derrière, c'est pas plus problématique, plus difficile pour arriver à commercialiser ta prestation? Ouais, non, c'est encore plus facile. En fait, regarde, si tout le monde est à 20% et que toi t'es à 25%, tout de suite, tu te demandes pourquoi. La première chose que tu dis, c'est pourquoi. Donc tu vas poser la question. Et donc là, notre stratégie, c'est pas de tirer sur les autres, c'est juste de dire, en fait, nous, on est plus cher que les autres parce qu'on s'est rendu compte que si on facturait autant que les autres, en fait, on n'avait pas les moyens de faire toutes les interventions qui sont nécessaires dans un logement de durée. Et donc, pour vous éviter d'avoir des appels à toute heure du jour et de la nuit, parce que du coup, on ne sait pas si on doit intervenir vu qu'on n'a pas les moyens de le faire. Donc du coup, il faut vous envoyer un devis, il faut que vous le validiez, il faut que justement on s'en occupe et qu'ensuite justement on fasse un rapport parce que vous l'avez payé. Là au moins, c'est simple, c'est qu'en fait votre logement c'est comme le nôtre. On est associé, on prend 25% de ce du bien que vous nous avez mis justement en gestion. Et donc du coup, nous notre travail, ça va juste être en sorte de le faire fructifier. Et dès qu'il y a un problème, on se déplace comme si vous aviez été à côté et que vous seriez déplacé. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de questions à se poser. Vous nous avez confié bien, on a de la chance. Et du coup, on va faire en sorte qu'il soit rentable et du coup, qu'il soit géré et que vous n'ayez pas à nous entendre parler de nous et quand vous le récupérez, qu'il soit aussi beau que quand vous nous l'avez confié. Voilà. Parce que forcément, ça fait aussi partie des choses que l'on fait, c'est que nous, on se considère pas juste comme une boîte de service, on se considère vraiment comme une boîte qui va accompagner le propriétaire durant toute la durée de vie de son logement, voilà, dans son parc immobilier. Et donc, on va faire en sorte que l'immobilier qu'il a ne se déprécie pas. C'est un peu le parallèle en fait, quand j'avais préparé la petite étude de cas tout à l'heure avec la conciergerie à 20% et celle à 30% et in fine, il restait la même chose au propriétaire. Dans une des conclusions que moi j'avais imaginé si on m'avait confronté ce cas-là, c'était de me dire, in fine, le propriétaire il a la même chose, mais il touche la même chose en termes de revenus parce que même si la commission est différente. Par contre, il a accès à beaucoup plus de services et en théoriquement, après il y a la pratique, c'est de se dire, dans les services, il y a peut-être aussi plus d'entretien. Comme il paye plus cher sa conciergerie, elle va peut-être être plus à même à passer plus régulièrement dans le logement, s'assurer de la longévité du logement, de l'entretien des meubles, de faire de la maintenance. On a eu l'occasion l'année dernière de recevoir Germain. Merci Germain, c'est une boîte en région parisienne qui fait de la maintenance préventive. Ça, c'est, tu vois, certaines conciergeries vont l'intégrer dans la commission, tu vois. Et on parlait du savoir-faire et du faire savoir. C'est sûr que quand on a une commission, il faut vraiment expliquer ligne par ligne tout ce qu'on met dedans. Effectivement, quand justement les propriétaires voient 25% et voient une seule réservation parce que les voyageurs ont réservé au mois, et en fait, s'il n'y a pas le détail de toutes les tâches qui ont été faites, en fait, le propriétaire a l'impression qu'on fout rien. Sauf que non, déjà c'est parce qu'on a peut-être bien travaillé justement notre communication, on a peut-être trouvé un partenaire professionnel pour vendre ces nuitées-là pendant autant de temps. Et aussi, en fait, les personnes qui sont là pendant longtemps sont souvent celles qui demandent le plus de choses. Parce que du coup, là où un voyageur, moi, si je suis déjà allé dans des logements, j'ai pas eu d'eau chaude pendant la seule nuit où j'y étais, j'ai rien dit, au fait. Voilà. J'ai même pas dit, il y avait pas d'eau chaude. Je m'en fous. Mais par contre, forcément, celui qui va rester un mois, il aimerait bien avoir de l'eau chaude. Et si, justement, il y avait grille-pain sur, la liste des équipements et qu'il a été volé à un moment ou à un autre,
en fait, il va vous faire chier pour acheter un grille-pain pendant ce mois de gestion, etc., etc. En fait, en expliquant ça je me rappelle à la dame qui avait dit, bah oui, mais en fait, vous allez baisser votre commission, vous faites rien pendant ce mois-ci. Et l'argumentaire de Fabien avait été très bien construit, et du coup, l'avait convaincu que, bah oui, effectivement, si c'est loué un mois, c'est pas pour autant que la personne qui sera sur place n'aura pas besoin de nous. Bah non, et puis en plus, là, quand tu loues pour un mois, la notion de conciergerie retrouve tout son sens. T'en reviens même à l'essence même du mot, c'est-à-dire le concierge, c'est celui qui va apporter le service. On le retrouve encore avec les conciergeries privées, celles qui vont tiens, vous pouvez me réserver tel restaurant, j'ai besoin d'un véhicule pour demain. Théorie, tu vois, bah vous c'est la même chose quand tu réserves sur une longue durée, c'est la conciergerie. Ah ouais, bah là. Faudrait passer faire le ménage, tu vois. Ou faudrait là pour un mois, je réserve pour un mois. Est-ce que vous pourrez au moins me changer les draps à tel moment? Donc il y a toutes ces problématiques là qui rentrent en compte. Ça me permet d'enchaîner sur une nouvelle question. On a parlé de coûts pour le propriétaire. T'as parlé à un moment de se dire, quand le propriétaire il voit in fine ce que ça peut lui coûter, et tu as utilisé le mot coûter, c'est pas, tu vois, c'est vraiment un coût, il voit pas la valorisation du produit, enfin du service, et il va se dire, bon bah en fait finalement si je le faisais moi-même, j'économiserais 30%, 25%, 20% de mes revenus. Ce serait plus intéressant pour moi, sachant que les ménages sont souvent payés par les voyageurs. En fait, je vais aller chercher de l'argent. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette réaction? Je te pose la question de manière très volontairement ciblée, parce que on a l'occasion, nous, dans le podcast, d'avoir des personnes qui ont des avis très catégoriques sur cette question-là. Et moi, j'ai envie d'entendre les avis catégoriques, parce que plus on a d'avis qui sont tranchés, et plus on peut se faire son propre avis. Donc, moi, j'allais te dire, les gens qui disent ça, c'est un peu des prétentieux. C'est parce qu'au fait, ils partent du principe qu'ils sont capables de faire exactement la même chose qu'un professionnel qui dit tout son temps. Et donc, pour moi, c'est prétentieux. C'est comme si moi, je te disais, écoute, Maxime, moi, je vais faire un meilleur marketing que toi. Ah non, en fait. Il y a un moment où faut se rendre compte de pourquoi on est là, qu'est-ce que on est censé apporter comme valeur, là où on en apporte le plus. Et donc, du coup, il y a un moment où on doit faire un peu du Fordisme avec nous-mêmes, on doit se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur, avec lesquelles on apporte le plus de valeur ajoutée. Et, par exemple, moi, je suis on pourrait me considérer comme un expert de la location courte durée, parce que je maîtrise le logiciel, l'opérationnel, les outils, etc. Mais pour autant, je pense que je paierais, moi, une conciergerie pour gérer toute cette activité-là, pour mes logements. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, c'est une charge mentale, et qu'en fait, aujourd'hui, moi, j'ai pas le temps de m'en occuper au niveau que pourrait s'en occuper une conciergerie. Parce que si un voyageur m'appelle pendant un meeting, en fait, je vais pas pouvoir lui répondre. Si une aide ménagère ne peut pas, se lever le matin parce qu'elle est malade, en fait, je vais pas pouvoir retrouver une du jour au lendemain, ou peut-être que du coup, ça va être compliqué d'en tenir 2 ou 3 sur un même logement parce que je leur apporte pas assez de volume. Que moi, en tant que propriétaire, je suis sûr que je serais moins performant que la conciergerie locale qui gérerait potentiellement mon bien que dans lequel j'ai investi, et qui serait capable d'avoir de meilleures performances sur la partie revenu management, yield management, qui va pouvoir y passer plus de temps et donc du coup détecter plus d'opportunités que moi je ne peux faire tout seul dans mon coin en utilisant simplement les plateformes et voilà, en n'étant pas sur place, quoi. Et donc en fait, je pense que normalement une bonne conciergerie devrait en fait s'auto-rembourser parce que elle va apporter par la multitude des services qu'elle apporte et une meilleure une meilleure profitabilité. Ouais. Donc je pense que et on l'a vu, hein, on a des gens qui habitaient, tu vois, des gens qui ont une maison de champagne et qui habitent juste à côté de leur bien en location parce que tu sais c'est des grands corps de fer et forcément il y a un endroit où voilà, si on ne loue pas, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et en fait, ces personnes-là géraient eux-mêmes, c'est bien, ils avaient pas de travail à côté, hein. Ils avaient voilà les vignes et tout, mais au quotidien ils n'ont pas énormément de travail. Et en fait, pour autant, ils n'arrivaient pas à générer de très gros revenus,
ne saisissaient pas les subtilités en fait de ce que nous on saisit en tant que professionnels. Et donc forcément le moment où ils ont dû partir en vacances pour éviter de perdre des mois et des mois de location, en fait ils ont délégué à une conciergerie et au final se rendant compte qu'on faisait plus de revenus que eux ce qu'ils faisaient en gérant eux-mêmes, ils se sont dit jamais on reviendra à gérer nous-mêmes parce que du coup on n'a plus les problèmes et en plus ça nous rapporte la même chose voire plus. Voilà. Ouais, donc, c'est ça. Et puis moi tu soulevais un point important. Souvent les personnes qui ont des biens en location courte durée, et vous pourrez nous le dire en commentaire, surtout ceux qui nous regardent sur YouTube, mais si vous avez une activité professionnelle à côté ou vous êtes chef d'entreprise, vous lancez un business en dehors de la location courte durée, tu vois, moi par exemple j'ai un jardin et je fais appel à quelqu'un de temps en temps pour tondre, non pas que les 2 heures qu'il y passe je puisse pas le faire moi, mais en fait les 2 heures qui passent je préfère moi les passer à autre chose, à aller travailler à l'agence et avoir après le temps de passer à faire autre chose avec mes enfants par exemple. Et j'imagine que dans le cas d'une conciergerie, quand on fait de la location courte durée et qu'on a déjà un boulot à côté, c'est un petit peu la même réflexion qu'on peut avoir, c'est de se dire je me rajoute pas non plus, je sais pas moi, je bosse 35, 40, 45 heures par semaine. Est-ce que en plus ma location courte durée doit devenir un deuxième job et est-ce que ça apporte la rentabilité finalement nécessaire par rapport à tout ça, quoi. C'est ça. Moi, je dis toujours que le temps qu'on passe à faire quelque chose nous empêche à faire quelque chose d'autre. Donc, en fait, le temps qu'on décide de passer à gérer des logements, en fait, ou faire des ménages, ou faire le linge, c'est du temps qu'on passera pas à faire de la prospection pour de nouveaux investissements, bien ficeler son projet immobilier, aller contacter toutes les banques pour être sûr que il y en ait pas une qui nous donne notre chance, suivre les travaux avec ses prestataires. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses qui ont plus de valeur que de faire juste ce travail opérationnel. Et en fait, c'est très, tu vois, les conciergeries, elles font ce travail opérationnel, elles organisent ce travail opérationnel. Et les gens qui y travaillent sont des gens courageux et qui font un super travail. Et pour autant, de conseiller aux propriétaires de faire tout eux-mêmes pour gagner un peu plus de rentabilité, c'est peut-être pas forcément le meilleur conseil qu'on pourrait leur donner. Écoute, je te remercie pour ce partage d'opinion. Je me suis noté quelques questions avant de conclure cet épisode. Ouais. On a essayé de faire un épisode qui adopte à chaque fois le point de vue de la conciergerie et le point de vue du propriétaire, puisque comme on l'a dit, la commission pour l'un c'est un centre de coût et pour l'autre c'est les revenus de l'entreprise. Donc aujourd'hui les propriétaires qui nous écoutent, si tu avais un conseil clé à leur donner pour choisir une conciergerie et le bon montant de commission à appliquer à leur location. Quel conseil tu leur donnerais pour choisir leur conciergerie? Déjà, à moins que vous leur apportiez du volume, ne négociez pas le prix du service, parce que forcément en négociant le prix, vous allez avoir moins de services, en tout cas moins de réactivité de la part de l'entrepreneur, qui va se dire celui-là de toute façon il me paye moins cher, donc en fait si j'ai une autre urgence, je vais m'occuper de l'autre en premier. Ensuite, s'assurer justement, en fait, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que en fait toutes les conciergeries ont la même offre. Si tu regardes tous les sites, c'est globalement les mêmes. Parce qu'en fait, la conciergerie, c'est un métier qui est classique. Mais en fait, c'est plus, ce qu'il faut s'intéresser, c'est plus se dire, mais en fait, comment il fait pour que tout ça fonctionne? Comment ça marche, le revenu management? Comment il fait pour bien rendre performantes les annonces? Comment il arrive à gérer ses ménages, etc., avec le volume? Et en fait, c'est en expliquant comment fonctionne, c'est en comprenant comment fonctionne la machine et comment ils se sont organisés, comment ils ont structuré leurs équipes, comment ils les forment, etc. Qu'en fait, on se rend compte des bons entrepreneurs et des mauvais. C'est-à-dire que si la personne te répond, en fait, moi je le fais tout seul, moi je le fais à la main, ça je le fais avec un Excel. En fait, là, tu sais que le mec, dès qu'il aura 5 clients de plus, en fait, la qualité elle va baisser drastiquement. Alors que si le mec il dit, ça du coup j'ai une personne à ce poste-là qui s'en occupe, là justement il y a ça j'ai mis un outil pour ça. Là, justement, il y a un process. Là, j'ai fait X ou Y. Et en fait, là, tu te dis, mais le mec, il a pensé à tous les problèmes qui pouvaient y arriver. Il y a trouvé une solution qui est valable pour le long terme. Donc, ça veut dire qu'il est un ou sans logement. Là, le problème sera réglé. Et c'est là, en fait, où, justement, vous allez peut-être paraître, en tant que propriétaire, pour quelqu'un d'un peu curieux,
Mais en fait, la réalité, c'est qu'en se posant ces questions-là, vous allez vraiment trouver la personne qui est la plus fiable sur l'ensemble des sujets que touche la conciergerie. Parce que l'immobilier, c'est dur. Parce que l'immobilier, ça touche tellement de corps d'État que du coup, en fait, il faut quelqu'un de très all-around qui a trouvé des solutions ou des partenaires pour répondre à toutes ces problématiques. Ouais, bah c'est très juste ce que tu dis. La curiosité qui est pas mal placée. Je veux dire, quand on a, c'est normal de demander des explications. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Voilà, ça permet d'être un peu curieux aussi parfois. Voilà, il vaut mieux poser des questions plutôt que des fois négocier un tarif et pas se rendre compte de la valeur qui est mise derrière. Surtout que en général, les tarifs sont réfléchis par rapport à un marché, par rapport à une rentabilité. Ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, tu l'as évoqué à demi-mot, mais quelqu'un qui va proposer un tarif trop bas, moi je l'ai constaté sur notre cœur de métier de l'agence qu'on a, Macom Immo. On a des fois des conciergeries qui nous disent mais moi il y a un tel, il m'a proposé un site, c'est la moitié du prix du vôtre. Je dis s'il propose les mêmes qualités de produits, que derrière ça vous va, que le gars est fiable, allez-y. Franchement, je vous le dis, allez-y, parce que si c'est la même chose que nous, allez-y. Par contre, si vous souhaitez vous engager sur le long terme et que votre site, vous voulez le faire évoluer dans 1, 2, 3 ans, ce que je peux déjà vous assurer, c'est qu'au prix où vous payez aujourd'hui, ce n'est pas viable économiquement. La personne ne peut pas se mettre dans une démarche pérenne. Et donc du coup, si elle est encore là dans 3 ans, je vous assure que ces tarifs, ils auront évolué parce qu'il ne pourra pas assumer les charges qui vont derrière son activité. Donc profitez-en si vous pouvez, mais parce que c'est un one-shot. Dans le cadre d'une conciergerie, du one-shot, ça n'existe pas. On s'engage sur un partenariat plutôt long. Donc, il faut bien faire attention à ça. Ça me permet d'enchaîner sur la deuxième question que j'avais notée. Si une conciergerie te posait la question, là, aujourd'hui, comment tu définirais, en quelques mots, parce qu'on pourrait refaire un épisode là-dessus, le montant de la commission pour ta conciergerie? Moi, je sais qu'on m'a déjà posé la question comme ça quand je fais un site internet. On me dit, tu penses quoi? Je mets 22, 24? En fait, comment dire, prenez ce que je vous dis pour argent comptant, 25% TTC, vous occupez tout et seulement les travaux que vous ne pouvez pas réaliser vous-même parce que vous n'êtes pas plombier, électricien ou chauffagiste. En fait, ça justement, vous rédigez un devis. Ce devis doit être accepté et et payé par le propriétaire pour que vous puissiez réaliser ces autres actions. Mais globalement, oui. Moi, je pense que un forfait tout compris, on évite le plus possible d'échanges et de partager aussi les problèmes inhérents à location courte durée au propriétaire. C'est le bon et juste milieu. Ok, c'est très clair. Je te remercie Quentin vraiment pour le partage. Si vous avez des questions à poser à Quentin, on est sur Instagram, n'hésitez pas à venir nous les poser en DM. C'était vraiment sympa ton partage d'expérience parce que vraiment la commission c'est un peu le lien entre la conciergerie et le propriétaire, même si comme on l'a dit, certains propriétaires préfèrent s'affranchir de conciergerie, ce qui s'entend aussi, et on n'a pas cherché à dire que ceux qui faisaient pas appel à une conciergerie étaient des mauvais propriétaires ni des mauvais gestionnaires, bien au contraire. Nous on a l'occasion d'en accompagner un paquet aussi qui font tout eux-mêmes, qui ont leurs équipes de Samy notamment, tu vois, qui n'a pas de conciergerie, il va avoir ses équipes, il va gérer ses prix, mais parce que c'est son schéma mental aussi, parce qu'il a besoin d'avoir la main, parce qu'il n'a pas envie de déléguer aussi. Il faut avoir parce que c'est aussi ça dans la construction, c'est faut avoir envie de déléguer, faut être ok pour déléguer, parce que si vous devez faire du contrôle, du micromanagement de votre conciergerie, il y a un moment, c'est gagnant pour personne, donc faut être aussi prêt à déléguer. C'est sûr. En fait, comment dire, ce que je dis n'est conditionné que au cas d'usage le plus majoritaire, qui est j'ai un logement, je suis propriétaire, j'ai un travail à côté parce que je ne vis pas de mes rentes. Qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai répondu à cette question-là. Après, effectivement, si tu as 15 logements à toi, ouais, effectivement, tu peux les gérer toi-même. Et là, en fait, ça a du sens. Et
la question, elle était plus dans la Oui, généralité. oui, non, mais c'est. Et puis après, tu as tous les coûts cachés. Quand tu gères toi-même, il y a plein de coûts que tu absorbes. C'est un peu comme, finalement, c'est un side business. C'est comme tu as beaucoup de personnes qui vont, à côté de leur boulot, faire du e-commerce, qui vont, et en fait, se disent, mais je suis méga rentable. Oui, mais tu es méga rentable parce que c'est un side business, parce que 100% de tes charges sont prises en charge par ton salaire, et qu'en fait, tu peux te permettre de perdre du temps sur telle ou telle action, et que si demain tu devais industrialiser les process pour en faire un business à part entière, tu ne te serais absolument pas rentable. C'est comme tu fais un gâteau chez toi, tu te dis le pâtissier, qu'est-ce qu'il me prend comme argent pour la même chose, pour une tarte, il m'a pris il y en a à peine pour 3 euros d'ingrédients, il me vend ça à 15 euros. Bah ouais, mais il y a les fours, il y a les équipes, il y a tout ça. Donc il faut bien tout prendre en considération. Ouais, je te remercie, Quentin, pour ton intervention dans le podcast, pour cet éclairage sur les commissions. C'est vraiment un sujet central en location courte durée. C'est un modèle qui ne cesse d'évoluer. Comme tu l'as dit, on a commencé avec un modèle plutôt à l'action. Là, on est à la commission, et je suis persuadé qu'on refait le même épisode dans 2 ans. On aura des visions différentes parce qu'il y aura de nouveaux services à intégrer, d'autres qui auront disparu. Le marché est mature aussi. Donc peut-être que justement, ça évolue avec la maturité du marché et des services proposés. Donc on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en fera partie, et puis on pourra vous raconter les histoires qu'on aura vécues. Bah, c'est ça, on prend rendez-vous dans 2 ans pour en reparler, et j'espère bien avant pour parler d'autres sujets tous les deux. Carrément. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, merci pour les commentaires que vous pourrez nous laisser sur les plateformes, notamment Spotify, qui permet de laisser des commentaires si vous souhaitez poser des questions sous l'épisode. Vous avez YouTube aussi pour ceux qui veulent nous voir nos têtes. On a des physiques de radio, mais on se filme. Et si vous voulez nous retrouver également sur Instagram ou sur le site le-triplex.com. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, merci Quentin.